Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, après le Ryzen 7700X la fois dernière, on s'intéresse aujourd'hui au 13600K d'Intel. Allons-y, c'est parti. Alors, les processeurs d'Intel, eh bien, si on remonte un petit peu dans le passé, c'est vrai qu'il y a eu une période de gloire, je dirais, qui avait commencé avec l'architecture Core première du nom, qui avait plutôt bien marché, qui avait quand même fait très mal à la concurrence, et particulièrement à partir de la génération Core 2000, qui avait été tout simplement incroyable pour l'époque. Et je suis sûr que même certains d'entre vous sont encore actuellement équipés d'un 2500K ou d'un 2600K, avec un gros overclocking dessus. Eh bien ça a permis à pas mal de monde de garder la même plateforme pendant très longtemps. Et comme Intel avait vraiment frappé très fort avec ces deux premières générations de Core, et bien c'est vrai que par la suite, on a eu quand même beaucoup de générations chez Intel, où en réalité il s'est pas passé grand chose, puisque jusqu'à la génération 8000 en fait, on stagnait quand même pas mal avec des petites évolutions toutes les années, et on était surtout resté aussi pendant très longtemps sur du 4 corps, 8 threads maximum sur la gamme grand public. Et c'est vrai aussi que ce manque d'innovation sur la gamme grand public et cette stagnation pendant quand même plusieurs années, c'était aussi en grande partie dû à AMD qui était quand même pas mal empêtré avec sa génération FX, qui était très loin d'être une franche réussite dans l'ensemble. Du coup, ça permettait à Intel de se la couler douce, de faire juste des petites évolutions tous les ans, tranquillos. Et ça a duré jusqu'à l'arrivée des Ryzen, en fait, qui ont un petit peu sonné la fin de la récré pour Intel. Et c'est étrangement à ce moment-là qu'on a vu apparaître du 6-core 12 threads aussi sur la gamme d'Intel, avec le 8700K, qui était un très bon processeur, mais qui arrivait un petit peu à l'arrache, je dirais, c'était pas vraiment prévu au programme, je pense. Les 4 corps et supérieurs chez Intel, ils se disaient qu'ils avaient encore le temps, mais comme les premiers Ryzen mettaient quand même un sacré coup de pied dans la fourmilière, principalement du côté des performances en applicatif et du nombre de corps, c'est vrai qu'Intel à un moment se devait de réagir aussi. Mais c'est vrai que l'arrivée de Ryzen, eh bien, ça a aussi permis pour ceux qui achetaient du Intel d'avoir des processeurs un petit peu plus intéressants qu'auparavant, particulièrement sur le haut de gamme, puisque le 8700K, ça reste encore un très bon processeur à l'heure actuelle qui permet de faire quasiment tout dans de plutôt bonnes conditions, même si bien évidemment, on ne sera pas au même niveau que les toutes dernières générations. On a aussi eu la gamme 9000 juste après, qui pour moi était plutôt en dents de scie, et c'est vrai qu'en dehors du 9900K, le reste de la gamme, c'était quand même un petit peu plus compliqué, puisqu'il y avait eu des segmentations au niveau du nombre de corps et threads un petit peu borderline à mon sens. Ça a été grandement amélioré par la suite avec la gamme 10000, qui était pas trop mal dans l'ensemble, ça reste encore aussi de très bons processeurs à l'heure actuelle, et ça avait permis aussi à Intel de pousser un petit peu les limites de son 14 nanomètres, avec ici l'apparition d'un 10 core 20 threads, qui certes ne faisait plus le poids par rapport au 16 core 32 threads de chez AMD, mais malgré des difficultés du côté de l'applicatif, par contre Intel avait conservé un avantage en gaming sur quasiment toutes les générations de processeurs, jusqu'à l'arrivée de la gamme 5000 chez AMD qui était revenue à niveau au niveau gaming, voire légèrement au-dessus, et au niveau de l'applicatif, le 5950X, ça foutait une tollée au 10900K, et le 11900K qui a suivi derrière, c'était peut-être même quelque part un petit peu pire. Et c'est vrai qu'après une génération 11 assez catastrophique dans l'ensemble, eh bien on attendait beaucoup de la génération 12, Alder Lake, qui devait être le retour d'Intel dans le game avec enfin un passage au 10 nanomètres, et aussi une nouvelle approche assez différente de ce qu'Intel proposait avant, avec l'arrivée de leur architecture Big Little, comme on l'appelait à l'époque, qui en gros permet de combiner des gros corps avec des petits corps sur une même puce, qui est une approche relativement similaire à ce qu'on trouve dans le monde des téléphones mobiles depuis maintenant de très nombreuses années. Et c'est vrai que l'avantage de l'approche est multiple, puisqu'on a des gros corps d'un côté qui permettent de gérer les tâches les plus lourdes, ou les plus gourmandes en puissance, comme par exemple le gaming, et du coup on a aussi les petits corps qui travaillent en parallèle, soit pour gérer les tâches de fond quand on est en train de jouer par exemple, ou aussi pour aider à la puissance globale du processeur, quand on a des tâches vraiment très lourdes comme de l'encodage ou ce genre de trucs par exemple. Et à l'époque de la génération 12, eh bien il a aussi fallu retravailler le scheduler de Windows, qui est en gros la façon dont Windows va dispatcher les différentes tâches, pour pouvoir tirer le meilleur parti de cette nouvelle approche avec des gros corps performants et des plus petits corps moins performants à côté. Ce qui fait que si on voulait rester sur la plateforme Intel de nouvelle génération, eh bien on était plus ou moins encouragé à passer à Windows 11. Alors, il y en a pour qui c'est inconcevable de passer à Windows 11 puisqu'ils détestent le nouveau système d'exploitation,
Mais c'est vrai que si on voulait exploiter dans les meilleures conditions possibles, eh bien la nouvelle architecture génération 12 ou même 13, on est quand même fortement encouragé à passer par la case Windows 11, même si on peut toujours se dépatouiller avec Windows 10, même si dans certains cas les performances ne seront pas du coup optimales. Et c'est vrai qu'au moment de la sortie, eh bien ça n'a pas été sans souci de jeunesse, comme bien souvent avec des nouvelles architectures et des nouvelles approches. On avait des jeux qui fonctionnaient pas, on avait des logiciels anti-triche qui comprenaient pas trop ce qui se passe avec les différents corps, et il a fallu un certain temps pour que tous les programmes qui ne fonctionnaient pas se mettent à jour, pour enfin fonctionner avec ces nouveaux processeurs sans souci. Et dans les grandes lignes actuellement, on rencontre quand même très rarement de problèmes avec la nouvelle architecture d'Intel. Mais bon, ça c'est un petit peu la partie historique. Revenons maintenant à notre génération 13 qui s'appelle Raptor Lake, c'est son autre code. Et Raptor Lake, eh bien en gros, c'est surtout un gros refresh de la génération 12, Alder Lake. Et on a même entendu dire que celle-ci, à la base, n'était pas spécialement prévue. Elle devait pas exister. Ce qui fait qu'elle est arrivée sur le marché, eh bien c'est qu'en fait Intel est en retard sur Meteor Lake, qui sera donc la génération 14. Mais les générations 13, eh bien c'était pas censé être ce Raptor Lake, et ils ont fait ça en très peu de temps. Mais au final, on verra que ça reste quand même un gain générationnel relativement intéressant, principalement en applicatif. C'est vraiment une nouvelle génération, même si elle se repose énormément sur une simple évolution de la génération 12. Puisqu'évidemment, même si la génération 12 était très performante comparée à Zen 3 par exemple, on savait aussi que Zen 4 allait arriver pour fin 2022, il fallait qu'Intel sorte quelque chose d'en face sous peine de se faire distancer, ou qu'ils étaient obligés de sortir quelque chose, d'où l'apparition de cette génération 13 intermédiaire. Et pour apporter le plus de performance possible sur cette génération 13, eh bien Intel nous propose donc ici un doublement du nombre de petits corps sur quasiment toute la gamme, et aussi une bonne augmentation de la fréquence de fonctionnement, bien aidée en grande partie aux diverses évolutions et optimisations du 10 nanomètres d'Intel, qui continue d'évoluer avec le temps lui aussi. On a aussi des optimisations au niveau du cache, que ce soit au niveau du fonctionnement du cache ou de sa taille. Le cache de niveau 3 par exemple était bien augmenté dans l'ensemble, et on a aussi quelques autres petites améliorations au niveau de l'architecture en elle-même, ce qui devrait, selon Intel, permettre d'atteindre jusque 15% de performance en plus en single thread et jusque 41% de performance en multithreading. On verra ce que ça donne en pratique, tout en sachant que les petits corps ont aussi bénéficié de quelques retouches et des fréquences en hausse également. Par contre, vous vous doutez bien, si on reste sur le même process de fabrication, même si celui-ci a été fortement optimisé, rajouter des petits corps en plus, une augmentation de fréquence assez significative, et plus de cache dans l'ensemble aussi, ça veut forcément dire qu'il y aura une contrepartie quelque part, et la contrepartie, eh bien, c'est obligatoirement la consommation, et du coup aussi la chauffe des différentes puces qui sont en augmentation par rapport à la génération précédente. Tout en sachant que la génération 12, à sa sortie, avait déjà entamé une hausse de la consommation assez significative, particulièrement en applicatif, pour reprendre la couronne des performances AMD déjà à l'époque. Et bien ici on aura un petit peu la même chose, une forte augmentation de la consommation principalement en applicatif pour essayer de reprendre la couronne des performances AMD. Donc au global on peut s'attendre à une augmentation de la consommation sur toute la gamme et ça se vérifie avec tous les tests que l'on a déjà vus sur le sujet et ça impacte particulièrement le 13900K qui s'est même permis d'avoir la couronne du record du processeur grand public qui va aller consommer le plus, ce qui est un triste record dans l'ensemble. Mais bon, on va dire que c'est lui le plus impacté par cette augmentation dans l'ensemble, puisque les autres du coup paraissent être à un niveau bien plus raisonnable. Et qui dit consommation en hausse, eh bien ça veut aussi dire plus de chauffe à gamme équivalente, et même si aujourd'hui on ne va pas s'arrêter au 13900K, c'est quand même intéressant de voir comment ça fonctionne par rapport à l'architecture concurrente, puisqu'on l'a vu lors du test du 7700X, les processeurs d'AMD vont chercher à aller taper les 95 degrés le plus rapidement possible, et essayer de se stabiliser à cette température-là pour essayer de donner le plus de performance possible à un niveau de température donné. Donc chez AMD, on maintient une température très élevée, mais les performances ne chutent pas pour autant, le processeur ne va pas throttler. Le throttle, en gros, c'est quand le processeur chauffe de trop, du coup il cherche à se refroidir et il va baisser ses performances. Là, c'est pas ce qui se passe sur les processeurs d'AMD, par contre, c'est ce qui va se passer sur la génération 13 d'Intel, le 13900K. Quand il va aller taper sa température maximale, il va chercher à se refroidir, du coup ses performances vont s'abaisser.
Donc c'est un fonctionnement plus classique que ce que propose AMD, à vous de voir si vous trouvez ça pire ou mieux d'un côté ou de l'autre. Personnellement, je trouve que c'est complètement aberrant des deux côtés, puisqu'on a vraiment poussé la consommation à sa limite, entre guillemets, pour essayer de grappiller le moindre pourcent de performance en plus pour arriver premier dans les benchmarks, alors qu'en réalité, que ce soit la génération 13 ou la génération 7000 chez AMD, si on limite la consommation à des niveaux plus raisonnables, on perd quasiment rien en performance, et on consomme, pour les deux marques, quasiment 50% en moins. C'est ridicule dans l'ensemble. Mais ce qu'il est important de retenir aussi, c'est comme je le disais dans mon test du 7700X, au final, ces températures hyper élevées et cette consommation excessive, ça ne se retrouve pas forcément en utilisation gaming, puisqu'à la différence de l'applicatif, en gaming, vous n'allez pas utiliser tous les corps à fond de balle tout le temps, loin de là, en gaming, on va utiliser plusieurs corps, mais la plupart du temps, on reste à des niveaux, je dirais, moyens au niveau de la chauffe et des températures. Mais avant de voir les performances en pratique, parlons aussi un petit peu de la plateforme. Et le gros avantage de la plateforme Intel actuelle, c'est qu'on est toujours sur le socket 1700, ce qui veut dire que les cartes mères de la génération précédente sont toujours compatibles avec les processeurs de génération 13. Par contre, pour pouvoir utiliser un processeur de Gen 13 sur une carte mère en B660 ou Z690 ou même en H610, il faudra passer par la case flash de BIOS, et si vous n'êtes pas vraiment très à l'aise avec ça, je vous recommande quand même de soit demander à quelqu'un de le faire pour vous, ou au pire, de passer directement sur une carte mère de nouvelle génération, puisqu'Intel a aussi sorti un nouveau chipset. Pour l'instant, on a uniquement le Z790, qui est le chipset le plus cher, donc ce sera des cartes mères assez coûteuses, et on aura aussi du B760 en 2023, à peu près au même moment où Intel va sortir le reste de la gamme génération 13, et le reste de la gamme génération 13 risque d'être particulièrement intéressant au niveau du performance-prix, là ici encore une fois, surtout avec des cartes mères un petit peu moins coûteuses que le Z790, et on devrait se retrouver plus ou moins avec une situation similaire avec ce que l'on a là maintenant, avec le B660 et le Z690. Sinon, dans les grandes lignes, avec le nouveau chipset, en réalité, il n'y a pas grand-chose qui change, donc vraiment, si vous êtes déjà équipé en carte mère pour génération 12 et que vous voulez prendre un génération 13, il n'y a vraiment pas de grande raison d'aller acheter une nouvelle carte mère. Les grosses différences, ça se passe principalement au niveau du split entre les lignes PCI Express génération 4 et génération 3. Pour faire très simple, maintenant, il y a plus de génération 4 que de génération 3 par rapport à la génération précédente. On a aussi un port USB en plus, je crois, dans les grandes lignes. Si vous trouvez une carte mère de la génération actuelle à un bon prix, il n'y a pas vraiment besoin d'aller vouloir chercher les nouveaux chipsets. Et comme on est toujours sur le même socket et en réalité sur la même plateforme, la grosse bonne nouvelle aussi, c'est qu'on peut toujours utiliser soit de la DDR4 ou de la DDR5, selon la carte mère que vous allez acheter, bien évidemment, puisqu'on ne peut pas utiliser les deux sur la même carte mère. Il faudra toujours faire attention à bien acheter de la carte mère DDR4 ou DDR5, mais si vous avez toujours de la DDR4, ça vous permet principalement de faire des économies, puisque la DDR5 coûte encore relativement cher à l'heure actuelle. Et même si on n'aura pas trop le temps de s'attarder sur la différence de performance entre la DDR4 et la DDR5 aujourd'hui, on essaiera d'y revenir quand j'aurai un petit peu plus de temps. Mais ce qu'il faut retenir en gros, c'est que même si on a des jeux qui commencent à tirer parti de la DDR5, si la différence de prix entre partir sur de la DDR4 ou de la DDR5 vous permet de prendre une génération de GPU plus performante par exemple, ou la gamme au-dessus, il vaut mieux acheter de la DDR4 avec un plus gros GPU que de partir sur de la DDR5 avec un GPU moins puissant par exemple. Et au niveau des tarifs justement, alors le Z790 c'est bien plus raisonnable dans l'ensemble que les nouvelles cartes mères chez AMD. Par contre, ça reste plus coûteux que la plupart des cartes mères en Z690 équivalentes, on va dire. Donc, à part si vous avez vraiment besoin de ce split au niveau des lignes PC Express, dans l'ensemble, c'est tout aussi bien d'économiser un petit peu d'argent et d'acheter du Z690. Ça changera rien au niveau des performances. Et en parlant de la gamme, justement, puisque j'ai oublié d'en parler jusqu'ici, pour le lancement, Intel nous propose 3 processeurs en plusieurs déclinaisons comme d'habitude. On a le 13900K avec ses 8 gros corps et 16 petits corps, le 13700K avec 8 gros corps et 8 petits corps, similaire au 12900K de la génération précédente, et le 13600K qui nous intéresse aujourd'hui avec 6 gros corps et 8 petits corps. Et comme à chaque fois chez Intel, on a la version K et la version KF. La différence entre les deux, comme à chaque fois, c'est que la version KF, il n'y a pas la partie graphique intégrée. À vous de voir si c'est utile ou pas, mais du coup les KF sont en général moins chers que les K classiques.
et ça peut être une économie relativement intéressante si vous vous en foutez de la partie graphique intégrée. Et au niveau des tarifs de ces nouveaux processeurs, eh bien la bonne nouvelle ici, c'est qu'encore une fois, Intel a été relativement raisonnable au niveau des prix, ce qui fait qu'on se retrouve avec des processeurs avec un performance-prix dans l'ensemble, hein, qui même sans voir les performances devrait être bien plus intéressant que l'équivalent chez AMD, puisque par exemple le 13600KF, hein, qui nous intéresse aujourd'hui, si vous l'achetez en Allemagne par exemple, vous pouvez le trouver en bulk à partir de 342 €, ce qui fait que ça nous amène à un tarif similaire au 7600X de chez AMD, et même si en gaming les deux doivent être relativement proches, par contre en applicatif, on est à un 6 core 12 threads face à un 6 core plus 8 petits corps. En applicatif, il doit se prendre une raclée, hein, tout simplement. Le 13700KF, lui, tourne autour des 500 €, parfois un petit peu plus cher, un petit peu moins cher, selon la version que vous allez prendre, KF avec boîte, sans boîte et compagnie. Et encore une fois, hein, le 13700K, en gaming, ben, ça doit être légèrement au-dessus du 7700X pour le même tarif, et en applicatif, ben, ça doit lui foutre une claque. Et enfin, le 13900KF, lui, se trouve aux alentours des 700 €. Et le 13900K, alors c'est le concurrent du 7950X. Et là, pour le coup, c'est un petit peu plus équilibré. Le 7950X est plutôt comparable dans l'ensemble au 13900K en applicatif. En gaming, par contre, hein, le 13900K a très certainement l'avantage. Par contre, le 7950X, malgré son augmentation de consommation, reste bien plus raisonnable dans l'ensemble que le 13900K de ce côté-là. Sinon, au niveau des configs de test, comme d'habitude, ce sera dans la description de la vidéo pour toutes les autres plateformes qui sont testées ici. Par contre, pour le 13600K, on a testé ça sur du Z690 avec de la DDR5 à 6000 MHz, C36, et celle-ci fonctionne bien à 6000 MHz ici, hein, puisque par exemple avec la plateforme AM5, j'ai été limité aux 5800 MHz CAS36. Ici, on peut vraiment utiliser les 6000 MHz du kit de RAM. Mais bref, voilà un petit peu pour tout le blabla et tout ce qui est architecture. Passons maintenant dans le concret et allons voir un petit peu ce qui se passe au niveau des performances. Et donc on commence comme d'habitude avec N-Break. Alors c'est de l'encodage en H264 et H265. Et ce qu'on observe d'entrée, c'est que le 13600K est effectivement légèrement plus performant que le 7700X dans cette tâche, mais celui-ci n'est pas très loin derrière malgré tout. On note aussi que par rapport aux 12600K de la génération précédente, on a un gain d'environ 20% au niveau des performances, au niveau de l'encodage, ce qui est plutôt pas mal d'une génération à l'autre. En ce qui concerne Blender, ici le 13600K nous donne environ 15% de performance en plus par rapport au 7700X, et par rapport au 12600K, on a une augmentation d'environ 37% d'une génération à l'autre, ce qui reste quand même relativement impressionnant ici. Donc c'est plutôt pas mal pour le nouveau 13600K ici. Et en ce qui concerne V-Ray, c'est un petit peu pareil. On a encore une fois environ 38% de perf en plus entre le 12600K et le 13600K dans cette application. Et par rapport au 7700X, ici le 13600K est environ 10% plus performant. Ce qui, encore une fois, pour un processeur moins cher, c'est quand même plutôt pas mal. Et on enchaîne avec Factorio, et Factorio, ici, ce qu'on calcule, c'est le temps qu'il faut pour faire 1000 opérations, qui nous donne ici le 5800X 3D vainqueur, puisque le 13600K, même par rapport au 12600K dans ce jeu-là, ça change vraiment pas grand-chose, et le 7700X est moins à l'aise là-dessus, que le X3D. On passe maintenant sur Stellaris. Stellaris, c'est un 4X, et donc pour faire ce benchmark, on calcule le nombre de jours qui sont passés dans le jeu en 5 minutes réelles. Et donc au plus le score est gros, au mieux c'est. Et ici encore une fois, c'est le 5800X 3D qui s'en sort le mieux, même si on note quand même une belle évolution entre le 12600K et le 13600K sur le jeu, puisque maintenant le 13600K se permet de passer devant le 7700X et n'est pas très loin derrière du 5800X 3D ici. On passe maintenant sur des jeux un petit peu plus classiques. Assetto Corsa Competition, encore une fois le 5800X 3D est intouchable sur ce jeu là pour l'instant, puisqu'il a quand même une belle avance sur tous les autres. On note que le 13600K fait mieux que le 12600K, par contre il reste un petit cran derrière sur le 7700X sur ce jeu-là. Pour Battlefield 2042, par contre c'est différent, ici le 13600K est très clairement devant les autres. Alors c'est pas une différence incroyable non plus, puisqu'au final le 7700X est à peine derrière, le 5800X 3D arrive en 3ème position et le 12600K par contre en 4ème, mais on note quand même un joli petit gap de performance entre le 12600K et le 13600K,
Par contre, et c'est intéressant, c'est au niveau des 1% low, sur Battlefield 2042, le 13600K est très clairement un petit cran au-dessus de tous les autres. En ce qui concerne Cyberpunk 2077, et bien ici c'est très clairement le 13600K qui l'emporte, en 1080p, puisqu'à partir du 1440p, c'est beaucoup plus serré dans l'ensemble. Malgré tout, encore une fois, au niveau des 1% low, le 13600K est vraiment très à l'aise. En ce qui concerne Destiny 2, le 13600K arrive devant le 5800 X3D d'une courte tête. Bon, dans l'ensemble, tous les processeurs s'en sortent relativement bien. Par contre, encore une fois, au niveau des 1%, le 13600K est légèrement devant tous les autres. En ce qui concerne Far Cry 6, eh bien c'est clairement un coup d'éclat ici pour la 13e génération de chez Intel. Sur ce jeu-là, le 13600K est très à l'aise. On voit que même par rapport au 12600K, ça fait un joli gap de performance d'une génération à l'autre. Et au niveau des 1% low, encore une fois, on est bien plus à l'aise ici que chez la concurrence. En ce qui concerne Final Fantasy XIV, par contre ici le 5800 X3D reste premier. On voit que le 7700X et le 13600K sont vraiment au coude à coude dans l'ensemble, même si au niveau des 1%, encore une fois, le 13600K est à l'avantage, et on note quand même une jolie progression par rapport au 12600K ici. Sur Fortnite, encore une fois, le 13600K c'est le grand vainqueur ici, même si le 7700X est vraiment pas très loin derrière. Le 5800 X3D, c'est pas trop son truc sur ce jeu-là, et on voit que le 12600K s'en sort plutôt pas mal aussi, mais on voit quand même une belle évolution encore une fois. On passe sur Forza Horizon 5, et ici encore une fois c'est le 13600K qui l'emporte, d'une courte tête sur les averages, et un léger mieux au niveau des 1% low encore une fois. En ce qui concerne GTA V, alors on est bloqué à environ 186-187 FPS de moyenne à cause du moteur du jeu, ça se voit ici très clairement. Par contre, encore une fois, les 1% low sur le 13600K sont plus élevés que sur tous les autres processeurs, donc c'est toujours ça de gagner ici. Pour Guild Wars 2, par contre, eh bien c'est le 5800 X3D qui l'emporte. On voit malgré tout qu'au niveau des 1% low, le 13600K s'en sort vraiment très bien, et dans l'ensemble, ça fait plus ou moins jeu égal avec le 7700X ici. Horizon Zero Dawn, par contre, c'est un jeu qui apprécie fortement les processeurs d'AMD, ça se voit très clairement ici. On note quand même un petit gain de performance par rapport au 12600K pour le 13600K. Par contre, on voit qu'une fois qu'on est arrivé en 4K, dans l'ensemble, c'est vraiment très proche. On passe sur Spider-Man, et ici, je dirais que c'est le 13600K qui l'emporte encore une fois, d'une courte tête par rapport au 5800 X3D, mais au niveau des 1% low, le 13600K est très clairement un petit cran au-dessus du 5800 X3D, et le 7700X un petit cran derrière, et le 12600K s'en sort aussi très bien, mais encore une fois, jolie petite évolution d'une génération à l'autre ici pour Intel. Pour Flight Simulator, par contre, le 5800 X3D reste complètement intouchable sur ce jeu-là, que ce soit au niveau des 1% ou de l'average. Par contre, entre le 12600K et le 13600K, il y a quand même une jolie petite évolution des performances d'une génération à l'autre ici encore une fois. Pour Age of Empires 4, ici c'est le 7700X qui l'emporte, pas de beaucoup, principalement uniquement sur l'average, puisqu'au niveau des 1%, encore une fois, le 13600K l'emporte. Donc, j'ai envie de dire que c'est plutôt match nul dans l'ensemble ici. On passe maintenant sur Rust, et encore une fois, c'est un jeu où le 5800 X3D s'en sort vraiment très bien, puisqu'il l'emporte sur tous les autres. On note aussi que le 13600K fait mieux que le 7700X, et on voit aussi qu'on a à peu près le même gap de performance. Et par rapport au 12600K, on a aussi une petite évolution d'environ 10% de perf d'une gen à l'autre, ce qui est plutôt appréciable. Pour Shadow of the Tomb Raider, alors on a toujours le 5800 X3D qui s'envole particulièrement en 1080p et en 1440p. Me demandez pas pourquoi, je pense que c'est la scène que j'utilise qui semble vraiment favoriser le 5800 X3D ici. On voit que ça se tasse énormément en 4K. Malgré tout, on voit que tous les processeurs s'en sortent vraiment très bien. Le 13600K et le 7700X sont relativement proches, même si les 1% sont encore une fois à l'avantage du 13600K, et le 12600K, c'est un petit cran derrière, mais rien de dramatique non plus. On passe maintenant sur Star Citizen. On voit quand même que les processeurs de dernière génération commencent à rattraper le 5800 X3D, mais celui-ci reste devant. On note aussi que le 13600K par rapport au 12600K, ça fait une belle augmentation des performances. Par contre, sur ce jeu-là, j'ai été obligé de désactiver les e-core pour qu'ils fonctionnent correctement, puisque sinon les performances sont absolument atroces avec le 13600K, avec les e-core d'activer. Donc c'est le seul jeu du panel où c'est arrivé, très probablement aussi parce que le jeu est toujours en alpha. Mais bon, il faut quand même le préciser, si vous voulez les meilleures performances possibles sur Star Citizen, avec une génération 12 ou 13, avec beaucoup de e-core,
eh bien il faudra probablement mieux les désactiver. Pour Star Wars The Old Republic, on a une limite à 200 FPS imposée par le moteur du jeu, on vient taper la limite du coup. Par contre, au niveau des 1%, eh bien on note que le 5800X3D s'en sort un petit peu mieux. On voit que le 13600K est devant le 7700X d'une courte tête, et le 12600K est fort logiquement ici encore une fois un petit cran en dessous du 13600K. Pour StarCraft 2, le 7700X eh bien, reste vainqueur ici. Entre le 12600K et le 13600K, une belle petite augmentation de performance comme d'habitude ici, donc dans l'ensemble, il s'en sort plutôt pas mal. Pour The Rift Breaker, le test processeur sur ce jeu-là, eh bien, on voit que c'est le 13600K qui l'emporte. C'est quand même un petit cran au-dessus par rapport au 7700X, mais pas non plus incroyable. Le 5800X3D est en troisième position et le 12600K juste derrière. Belle évolution d'une génération à l'autre ici encore une fois. Sur Warhammer Vermintide 2, c'est le 5800X3D qui l'emporte. Et en ce qui concerne le 7700X, 13600K et 12600K, au final, c'est plutôt proche dans l'ensemble, même si le 12600K est un petit cran derrière. Pour Total War Warhammer 3, eh bien ici c'est le 13600K qui l'emporte, d'une courte tête encore une fois. Par contre, on voit que par rapport au 12600K, on a quand même un joli petit gain de perf, surtout en 1080p. En ce qui concerne World of Warcraft, eh bien c'est toujours le 7700X qui l'emporte, avec le X3D juste derrière, suivi par le 13600K et le 12600K. Dans l'ensemble, tous les processeurs sont plutôt bons sur ce jeu-là. Et pour Yakuza Like a Dragon, eh bien on a le 5800X3D et le 7700X à un niveau comparable. Le 13600K est vraiment tout juste derrière, et le 12600K encore un petit cran en dessous, mais dans l'ensemble, ces 4 processeurs s'en sortent vraiment plutôt pas mal. Et si on fait le récap des performances sur 24 jeux, eh bien au global, on note que le 13600K et le 7700X en 1080p, c'est vraiment très proche, avec un léger avantage malgré tout pour le 13600K pour les 1% low. Par contre, en 4K, le 13600K est un tout petit cran au-dessus par rapport au 7700X, mais dans l'ensemble, j'ai envie de dire, en ce qui concerne le gaming, les deux processeurs sont vraiment très proches, tout comme le 5800X3D qui finit ici encore une fois à la première place, mais c'est aussi parce que les jeux du panel sont des jeux où le 5800X3D s'en sort souvent plutôt pas mal, particulièrement tout ce qui touche au MMORPG ou Flight Simulator par exemple. Et si on enlève Flight Simulator, Rust et quelques MMORPG par exemple, on serait beaucoup plus proche du 7700X et du 13600K dans l'ensemble. Et en gaming, au total, entre le 12600K et le 13600K, eh bien, on a quand même une augmentation d'environ 15% des performances, ce qui est toujours bon à prendre d'une génération à l'autre, c'est plutôt correct. Passons maintenant au niveau de la consommation. Eh bien, ce qu'on note ici, c'est que en pleine charge sous Blender, effectivement, le 13600K, c'est le processeur qui va le plus consommer, avec 186 watts ici pour le processeur, ce qui est quand même relativement élevé. Le 7700X lui tourne aux alentours des 152 watts, le X3D à 111 watts, le 12600K à 125. Bon, dans l'ensemble, il a certes de meilleures performances en applicatif, sous Blender par exemple, mais bon, ça se ressent aussi au niveau de la consommation. Par contre, une fois qu'on passe à la consommation en jeu, eh bien on note que le 13600K au final fait plus ou moins jeu égal avec le 7700X, puisqu'on a une conso moyenne de 75 watts pour le 13600K en jeu, ce qui est très raisonnable. Pour le 7700X, on est légèrement au-dessus avec 86 watts en moyenne. Par contre, on a des pics à 113 watts pour le 7700X et à 110 watts pour le 13600K. Donc on voit que très clairement, c'est plus haut que le 12600K d'une génération à l'autre, mais c'est pas non plus absolument délirant. Et au niveau des températures en jeu, avec un Liquid Freezer 280, le 13600K tournait aux alentours des 70 degrés en moyenne, ce qui est une température relativement correcte dans l'ensemble, même si ça chauffe un petit peu plus que le 12600K encore une fois. Par contre, au niveau de la consommation en applicatif, on allait taper les 186 watts, ça on l'a vu, le 7700X lui c'était 145 watts, le 7700X lui allait chauffer à 95 degrés, puisque c'est ce qu'il cherche à faire, et le 13600K lui tournait aux alentours des 90 degrés, donc ça chauffe quand même beaucoup, pour un processeur de ce type-là, 13600K par rapport à la génération précédente, ça chauffe quand même beaucoup plus. Donc si vous l'utilisez en applicatif, il faudra quand même un refroidissement relativement adapté. Et je vous invite, comme avec le 7700X, à vraiment limiter la consommation globale de ces différents processeurs pour retourner à un niveau de consommation plus raisonnable et une chauffe du coup moindre. En applicatif également, vous allez perdre moins de 5% la plupart du temps. Par contre, au niveau de la chauffe et de la conso, vous allez vraiment économiser beaucoup.
Donc au niveau des performances dans l'ensemble, en gaming, comme on le voit souvent, au final c'est vraiment très proche, que vous preniez un Ryzen de dernière génération ou un 13000, il n'y a pas grand chose à dire. Il y a certes un avantage principalement au niveau des 1% low pour la nouvelle génération d'Intel, mais c'était déjà le cas avec la génération 12, que vous achetiez l'un ou l'autre, au final vous vous en tirez très bien en gaming, vous aurez de très bonnes performances. Malgré tout, si on ne fait que du gaming, eh bien le 12600K s'en sort encore vraiment très bien. Si le 13400F s'approche de ce type de performance et qu'il coûte environ 200 balles, ça pourrait être une excellente affaire pour du gaming, pour un processeur qui coûterait environ 200 €, même par rapport au 13600K. Le peu de différence entre les deux, honnêtement, si vous cherchez à faire des économies, ça pourrait être la vraie bonne affaire sur la plateforme Intel d'ici quelques mois. Puisqu'il ne faut pas l'oublier non plus, ici les tests sont faits avec une 4090, et si vous n'avez pas un GPU avec ce niveau de performance, vous n'aurez pas des écarts aussi marqués entre les différents processeurs. Et dans l'ensemble, si vous tournez avec une 3080 ou une 3070, le 12600K et le 13600K seront très proches l'un de l'autre dans l'ensemble, tout comme le 7700X ou même le 5800X 3D. Et au final, dans l'ensemble, ce 13600KF, ou K, c'est exactement les mêmes performances, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'au niveau du performance-prix, c'est vraiment plutôt pas mal pour une utilisation mixte, je dirais, avec du gaming et de très bonnes performances en applicatif aussi. Pour un tarif d'environ 350 € même en Europe, c'est vraiment pas trop mal. Si on compte en plus qu'au niveau de la plateforme dans son ensemble, on peut payer beaucoup moins cher que les nouveaux processeurs de chez AMD, si vous faites une nouvelle config, le 13600K, c'est vraiment une option qui me paraît la plus cohérente et la plus intéressante à l'heure actuelle. Par contre, si vous êtes déjà sur la plateforme AM4, comme on l'a vu dernièrement aussi, le 5800X 3D s'en sort encore vraiment très bien et il est tout à fait compétitif en jeu, même par rapport au 7700X et au 13600K, et c'est beaucoup plus simple de juste acheter le 5800X 3D et de changer avec son ancien processeur que de changer toute la plateforme, ça coûtera moins cher dans l'ensemble. Donc bref, en ce qui concerne les processeurs, jusque 2023 pour l'instant, c'est tout ce qu'on aura à se mettre sous la dent. Par contre, début 2023, on devrait voir débarquer le reste de la gamme 13000, avec les processeurs un petit peu moins puissants, et chez AMD, on risque de voir débarquer aussi les 7000X3D, qui en gaming pourraient être très intéressants, mais reste encore à voir les performances de celui-ci, et s'il apportera le même type de gain en performance que l'on a pu voir entre les 5000 classiques et le 5800X3D. Donc bref, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de la question pour aujourd'hui. J'espère que ce test vous aura plu. Comme d'habitude, si la vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à faire les trucs casse-couilles de YouTube pour soutenir la chaîne. Et on se retrouve très rapidement pour d'autres vidéos. Bisous à la prochaine, salut!